Bien, bonsoir. Donc, Paris peut-elle remporter l'organisation des Jeux Olympiques 2024? Une question stratégique qui est donc ce soir au menu des mercredis de l'Illerie. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier d'être aussi nombreux présents ce soir. Je remercie évidemment l'organisation de l'équipe organisatrice de l'Illerie, et puis bien entendu, je remercie plus particulièrement Stéphanie Dreossi, donc, qui est spécialiste du marketing sportif, et puis Kevin Bernardi, qui est spécialiste des questions olympiques et rédacteur, auteur, fondateur d'un site qui fait aujourd'hui référence, donc Sport et Société. Et donc moi-même, Nicolas Monet, qui est professeur donc, à l'IAE de Poitiers et responsable du master Intelligence économique, qui aujourd'hui est en partenariat avec l'Illerie, puisque les étudiants de 5e année de l'Illerie peuvent choisir l'option Intelligence économique. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons entrer au cœur du sujet, pour savoir donc, si Paris peut-elle, alors on aurait pu rajouter, enfin remporter les JO de 2024. Donc vous voyez en haut les victoires de la France donc, à l'organisation, donc 1900, 1924 pour les JO d'été donc à Paris, 1968 pour les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble et 1992 pour les Jeux Olympiques d'Albertville, donc Jeux d'hiver également. Et puis par contre, un nombre non négligeable d'échecs, 1920, 1968 pour Lyon, et comme je vous l'avais dit, 92, 2004, 2008, 2012. Voilà. L'équipe de 2012 ayant expliqué que de toute façon, on ne se représenterait pas tout de suite, puisque, je les cite, on avait le meilleur dossier, donc à partir du moment où on avait le meilleur dossier, on voyait pas très bien ce qu'on pouvait proposer de plus. Voilà. Aux prochaines candidatures, mais fort heureusement, et c'est très positif, la France a décidé de se relancer dans la course. Donc Stéphanie va nous expliquer pourquoi finalement tous ces échecs, et surtout, c'est important, on va commencer par rappeler plutôt le process de candidature, puisqu'il est essentiel de bien comprendre comment fonctionne cette compétition un peu particulière, et qui fait bien sûr une part importante à la technique, au sport, mais dont la dimension géopolitique, géoéconomique et la dimension intelligence économique est loin d'être négligeable. Merci Nicolas. Donc tout d'abord, bonsoir. Donc, comme Nicolas l'a dit, moi j'ai 15 ans d'expérience en communication et marketing, plutôt dans le sport, mais aussi en management de droit TV et marketing pour une société, un groupe de médias africains. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le sport africain, sur le football et la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi je vous parle de l'olympisme ce soir? C'est parce que dans le cadre d'un executive MBA que j'ai fait au CELSA, je me suis intéressée pendant 18 mois aux candidatures parisiennes et comment on pouvait renouer avec le succès. Je voulais faire quelque chose sur la diplomatie sportive et la diplomatie d'influence. Il fallait que je trouve un terrain, un angle d'attaque, et j'ai choisi les candidatures parisiennes. Donc je vais vous parler dans un premier temps du process de candidature qui a évolué. Dans un deuxième temps, des raisons de ces échecs aux candidatures parisiennes et plutôt faire un focus sur Paris 2012. Et enfin, les bonnes pratiques pour enfin gagner. Donc tout d'abord, ce qui est important de savoir dans le cadre d'une candidature aux Jeux Olympiques, c'est que ce sont des membres qui votent à titre individuel et secrètement. Il y a une centaine de personnes à influencer et à convaincre. Donc chaque ville en fait doit parler à chaque membre. Le moment où on élit une ville s'appelle la session. Elle rassemble tous les membres du CIO, de la commission exécutive, et le président. Le président actuel est Thomas Bach, c'est un Allemand. Il a été élu en 2005. Donc depuis la 127e session du CIO, en décembre 2014, la procédure de candidature a évolué et je vais passer la parole à Kevin qui va vous l'expliquer plus en détail. Donc, bonsoir, très enchanté d'être ici parmi vous. Donc, comme Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, je suis rédacteur, fondateur du site Sport et Société, et j'ai également eu l'occasion au cours de mon cursus universitaire de réaliser un rapport en droit international sur les impacts et l'héritage des Jeux Olympiques.
et également un mémoire de master en droit public sur la gouvernance du Comité international olympique et l'organisation des Jeux. Donc ça date de 2010 et 2012, donc c'est relativement récent. Donc par rapport à la procédure de candidature, on a eu depuis fin 2014 l'apport de l'agenda 2020 qui a permis de moderniser et de rendre plus transparent le processus de candidature. Donc comme vous pouvez le voir, il y a désormais une phase d'invitation et une phase de candidature. Auparavant, on avait la phase techniquement qu'on appelait de requérance, donc c'est-à-dire qu'une ville faisait valoir son intérêt pour les Jeux Olympiques, elle déposait un dossier de requérance, ça prenait grosso modo la moitié du processus de candidature, donc c'est-à-dire globalement 1 an. Au bout d'1 an, la commission exécutive du Comité international olympique, donc qui est composée de 15 à 20 membres, sélectionnait une shortlist, donc c'est-à-dire avec 3-4 candidatures, elle éliminait les villes les plus faibles du point de vue technique. Donc on avait eu le cas par exemple pour les Jeux de 2012, on avait évidemment Paris, Londres qui ont été sélectionnés, et dans les villes qui avaient été recalées à ce moment-là, il y avait par exemple La Havane pour Cuba qui évidemment sur le plan technique ne remplissait pas les conditions exigées à ce moment-là. Désormais, donc, on a la phase d'invitation qui, pour les Jeux de 2024, s'est ouverte le 15 janvier, du 15 janvier au 15 septembre 2015. À partir de là, c'est vraiment une procédure d'invitation, d'échange, de discussion entre les villes qui sont intéressées et le comité olympique. Donc les villes qui sont intéressées à ce moment-là ne sont pas candidates officiellement, elles peuvent toujours se retirer et ne pas confirmer par la suite. Donc c'est vraiment une stratégie d'échange. Il y a eu des séminaires qui ont été organisés, les villes ont été invitées à Lausanne au siège du CIO. Donc par exemple, ça a été le cas pour Paris qui s'est rendu à Lausanne le 3 juin dernier pour discuter, pour échanger, pour poser les questions utiles. Et c'est également à ce moment-là que les villes ont été informées de la nouvelle procédure, et notamment sur le plan financier. Parce que quelque chose qui n'est pas forcément connu et qui n'est pas communiqué, c'est le droit de candidature, puisque pour qu'une ville soit candidate, elle doit payer un droit de candidature au comité olympique. Auparavant, globalement, ce droit de candidature s'élevait à 650 000 $. Donc sur les 2 ans, c'est-à-dire régulièrement, la ville devait payer cette somme-là, donc 100 000 $ au moment de la phase de requérance que j'ai indiquée, et 500 000 $ au moment de la phase de candidature, donc si la ville était retenue sur la shortlist. Désormais, ça se fait en 3 paiements, et 3 paiements globaux de 250 000 $. Donc là, il y a eu le premier qui a été effectué le 16 octobre, 50 000 $, un suivant qui sera fait au mois de juillet de 50 000 $, et enfin en janvier, les villes qui sont actuellement candidates verseront 150 000 $. Donc c'est une somme qui n'est pas négligeable, mais qui permet en même temps d'ouvrir la perspective des candidatures à des villes qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément les moyens de s'engager dans une telle course, puisqu'il y a ce droit de candidature, mais il y a également le budget de candidature en lui-même qui généralement s'élève entre 50 000 et 100 millions, entre 50 millions et 100 millions d'euros. Donc ce qui n'est pas négligeable et que toutes les villes ne peuvent pas se permettre. Après cette phase d'invitation, on a la phase de candidature qui s'est ouverte le 15 septembre dernier. Donc les villes ont été officiellement dénommées villes candidates et ça leur permet notamment, sur le plan de la communication, de pouvoir utiliser les anneaux olympiques. Alors ça peut paraître anodin, c'est extrêmement important dans le sens où la marque olympique est très protégée. Tout le monde ne peut pas utiliser les anneaux olympiques, ne peut pas utiliser la marque olympique au sens large du terme, donc c'est-à-dire la flamme olympique, c'est-à-dire la dénomination même olympique, qui est particulièrement protégée. Jusqu'à présent, les villes ne pouvaient pas, pendant 1 an, utiliser cette dénomination-là et utiliser les symboles, notamment dans le cadre de leur logo de candidature. Désormais, elles peuvent dès le départ, donc c'est-à-dire dès le 15 septembre, elles ont pu, pour les logos de candidature, apposer les anneaux à côté. C'est important parce que ça permet de rendre plus lisible la candidature et de la rendre visible également sur la scène nationale, sur la scène internationale. Donc Rome, par exemple, a déjà un logo de candidature qui représente le Colisée, par exemple, et juste en dessous, on a les anneaux olympiques. Donc on sait que la ville de Rome est candidate, et c'est un élément assez important à ce niveau-là. Sur cette procédure de candidature, on a 3 phases qui s'imbriquent dans cette procédure. On a la première phase
donc avec la remise de la première partie du dossier qui se fait le 17 février, donc dans un peu moins de 15 jours, avec l'aspect vision, avec le concept et avec la stratégie de chaque candidature. Donc Paris, par exemple, officialisera et présentera son concept le 17 février, ça se fera à la Philharmonie, pour ceux qui, je pense que chacun ici connaît ce bâtiment. La deuxième partie du dossier sera présentée le 7 octobre, donc avec l'aspect financier, l'aspect juridique également, et dans l'aspect financier, quelque chose qui est très important aussi, les garanties financières des villes, puisque une candidature ne peut pas aller à son terme si la ville qui entend être candidate n'apporte pas les garanties. Donc par exemple pour Paris, c'est déjà fait. Paris a déjà voté, le Conseil de Paris a déjà voté 10 millions d'euros pour le financement de la candidature, donc il y a déjà cette garantie-là. Et le troisième dossier enfin sera présenté le 3 février 2017 avec la notion d'héritage, la notion également d'expérience des grandes compétitions, l'expérience des Jeux Olympiques, et également comment la ville entend livrer les Jeux et entend organiser les Jeux. Donc il y a vraiment une procédure qui décortique le dossier de candidature, puisqu'auparavant on était obligé de présenter un dossier à une date limite, c'est un dossier de plusieurs centaines de pages, désormais c'est un dossier qui est découpé, donc là aussi pour rendre plus visible, plus lisible et plus transparent aussi la procédure. D'accord, merci Kevin. Donc je vais vous parler maintenant en fait de l'échec de ces dernières candidatures parisiennes, et je vais faire un focus sur celle de Paris 2012. Donc je vous fais un petit rappel historique. Bertrand Delanoë annonce Paris ville candidate en mai 2003. Le vote aura lieu à Singapour le 5 juillet 2005. La capitale française, elle fait face à une sévère concurrence, puisqu'elle a en face d'elle New York, Londres, Madrid et Moscou. Le dossier présentait tous les gages de solidité demandés par le CIO. Malheureusement, elle a perdu. De quelques voix, mais ce fut un échec. Alors, pourquoi cet échec ? Il y a 3 raisons, on va dire. La première raison, c'est une approche française incomprise. Alors tout d'abord, en tant que Français, on a du mal en fait à nous comprendre. L'influence de notre passé historique sur nos comportements, elle est forte, comme notre culture et nos particularismes. Donc tout ça agace fortement le CIO. On parle d'arrogance, on parle de système de fonctionnement vase clos, on a du mal à pratiquer les langues étrangères, on a du mal à communiquer. Deuxièmement, sur le plan international, notre refus de soutenir la demande américaine auprès des Nations Unies pour intervenir dans la guerre d'Irak n'est pas comprise, tout autant que le rejet du traité constitutionnel. Enfin, sur le plan national, on est en pleine période de grève, quand le CIO fait sa visite sa visite de découverte de la ville de Paris. En même temps, il y a les mouvements dans les banlieues, il y a la réforme du système de retraite, et il y a plusieurs remaniements en même temps. Donc tout ça fait que, par rapport à cette centaine de membres qu'il faut convaincre, on ne comprend pas. Deuxièmement, ces échecs sont dus aussi à une succession d'erreurs balistiques. Alors pourquoi je parle d'erreurs balistiques ? C'est parce qu'il y a plusieurs détails qui n'ont pas été pris en compte, et du coup on arrive à perdre à quelques centimètres. Et on est souvent, nous Français, on perd souvent au dernier centimètre. Donc tout d'abord, des erreurs de fonctionnement stratégique. La candidature de Paris, elle est tournée vers elle-même. Elle n'a pas su instaurer un système de fonctionnement qui a pour but la victoire commune. Enfin, on pourrait dire qu'on n'a pas pris le temps d'analyser nos erreurs suite à la candidature pour Paris 2008. On a recandidaté tout azimut. Ensuite, au sein de l'organisation, il y a eu pas mal de problèmes de gouvernance et de leadership. Enfin, des erreurs protocolaires, et là c'est assez important. Les membres du CIO ont parfois été oubliés ou délaissés. On a peu parlé au continent africain.
on a manqué d'attention aussi à l'égard de certains membres. Une autre erreur importante est la faiblesse de la politique d'influence et d'intelligence sportive française. Les dirigeants de la candidature sont persuadés que leur dossier technique est fortement bon, qu'ils ont une démarche qui est fair et que leur candidature est logique, vu aussi la notion d'alternance des continents. C'est normalement à l'Europe d'avoir une candidature. Donc il y a une méconnaissance des membres du CIO, une méconnaissance des rouages, une faible interaction entre les représentants du sport et une faible utilisation des sportifs. Leur prise de parole, elle est souvent faible. On ne les invite pas forcément aux rencontres. Si je peux juste vous citer quand même une phrase qui était un titre en fait d'un article, une page entière dans Le Monde, daté du 6 juillet 2005, donc paru la veille en fait de la décision du CIO, époque donc on pensait donc gagner bien sûr l'organisation des Jeux Olympiques de 2012. Bertrand Delanoë explique, donc c'est titré dans Le Monde: nous n'avons pas la culture du lobbying anglo-saxon, qui a ses qualités et ses défauts. Il ne faut pas interpréter une musique pour laquelle nous n'avons pas de talent. Donc c'est clairement l'idée que le dossier technique suffit, que le lobbying finalement n'est pas nécessaire pour gagner. Voilà. Et aussi, il y a une absence de communication, une absence de stratégie marketing. Alors, je vais vous montrer des extraits du film de promotion de la ville de Paris. Et on en parlera après. Donc, en fait, on se rend compte que parce que Paris ne s'est pas posé la question de pourquoi elle voulait les Jeux, pourquoi le CIO doit-il choisir Paris, qu'est-ce que Paris peut faire pour le CIO? Eh bien, on manque de vision stratégique en communication. On n'a pas su comprendre ses cibles, on n'a pas su adapter son message, et en communication, c'est essentiel. Donc tout d'abord, un positionnement inadéquat. L'amour des Jeux, donc c'est très beau, mais en fait, au travers de ce slogan, et quand on voit les images du film, on se rend compte qu'on fait encore référence au centenaire de 1924, à Pierre de Coubertin, comme si en fait les Jeux Olympiques sont un dû. Et ça, les membres du CIO n'ont pas vraiment apprécié. L'axe de communication, il est flou. On se rend compte que, au travers des différents films, ça part un peu dans tous les sens. La communication, elle était essentiellement basée sur « bigger is not better », en rapport avec les recommandations du Congrès de Prague, qui voulait des jeux à taille humaine, sans gabégie ni éléphant blanc. Donc, et les messages portés à l'international portaient plutôt sur la stratégie de territoire que sur une stratégie de développement du sport. On se rend compte sur les films, et notamment sur celui qui traite de l'hospitalité, qu'on voit très peu les sportifs, et ce sont des artistes et des acteurs qui souhaitent la bienvenue au monde du CIO. Enfin, une image de Paris out of date, au travers de ce film, Paris parle à Paris. Voilà ce que je voulais vous dire au travers de la communication et au travers de ces petits messages, et surtout la prise de parole de Bertrand Delanoë qui cite « We want the game », mais qui n'explique pas forcément vraiment quelle est la portée derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais vous parler maintenant des actions qu'on aurait pu mettre en place, ou des actions, en fait, des réflexions autour des futurs Jeux Olympiques. Alors, s'il y a une discipline olympique où il est plus important de gagner que de participer, eh bien, c'est bien cette phase de candidature. Et en se structurant, en donnant du sens, en possédant une vision claire et différenciée, en définissant une posture stratégique intelligente, je pense que la France a toutes les chances de gagner sa place. Donc, après la victoire de Londres à Singapour, après des Jeux de Londres magnifiques, la France a fait le point. Elle a pris conscience qu'il était nécessaire de changer, et tout cela est concomitant avec l'agenda 2020 de décembre 2014, qui prône le changement, l'ouverture, l'engagement vis-à-vis du développement durable et le renforcement de la place du sport. Donc voici quelques points importants
Donc tout d'abord, une réflexion stratégie forte, une réflexion stratégie forte sur les buts visés. Quelle vision, quel héritage? Et ça, c'est important parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il est essentiel de se poser la question pourquoi? Pourquoi je veux les jeux? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux laisser comme héritage? Donc c'est vraiment des piliers. Cette vision, elle permettra d'élaborer un plan directeur, mais aussi une stratégie de communication. Donc une stratégie de communication qui s'inspire de la vision et de l'héritage. Donc je vais vous montrer un petit film. Voilà, donc je vais couper là, mais ça c'est un extrait du film de promotion de Londres. C'est un film qui montre en fait plusieurs enfants issus du monde. Donc c'est un film qui vibre et qui incarne bien la vision de Londres qui était inspirée une génération. Donc cette vision, elle doit aller bien au-delà des jeux, bien au-delà de la période festive. Elle doit laisser un héritage. Donc une stratégie de communication et de marketing qui incarne en fait la vision et l'héritage. Et il est important de passer d'un modèle d'imposition ou impérial, comme l'a fait Paris qui parlait à elle-même, à un modèle d'intégration où la candidature parlera des autres et aux autres et les fera participer à la construction d'un projet commun. Et pourquoi pas en alliant la culture et le sport comme l'a préconisé l'agenda 2020. Donc la reconnaissance de l'altérité, elle est essentielle dans un monde globalisé. Et grâce aux médias sociaux, aux plateformes collaboratives, aujourd'hui on a tous les outils justement pour donner la parole, pour confronter ses idées, pour éviter une trop grande centralité de sa communication. Donc il va falloir prendre le risque cette fois-ci de se déposséder de sa communication. Donc maintenant je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse. Donc le succès, il passe aussi par la mise en place d'un process d'intelligence. Donc à ce sujet, j'avais rencontré Alain Juillet, qui est parrain aussi de l'école, il me semble, et il m'avait expliqué que Paris avait manqué dans ce sens, qu'il était essentiel dans le cadre du processus d'intelligence économique, tout d'abord d'étudier le passé, parce que le passé permet de comprendre ce qu'ont fait les autres. Permet de comprendre aussi les forces et faiblesses en présence et les facteurs clés de succès. Qu'il était essentiel d'observer le présent afin de surveiller les stratégies adverses d'influence. Mais il parlait d'une deuxième phase aussi, qui était la protection des données. De prendre conscience de l'importance de la sécurité aujourd'hui dans notre monde où toutes les données s'échangent. Et enfin, la phase d'influence la plus importante, qui consiste à connaître parfaitement l'ensemble des CIO, de connaître leurs membres, de connaître leurs goûts, de connaître tout ce qu'on peut savoir sur leur sensibilité, ce qui va les influencer le jour du vote. Peut-être rappeler rapidement, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2005, les chaînes de télé avaient fait des reportages sur Singapour où Tony Blair et Thierry Blair recevaient en fait une trentaine de membres du CIO dans l'hôtel où ils étaient pour discuter avec eux. Donc en fait, ce qu'explique Philippe Vilmus, qui est l'organisateur, le responsable marketing de la Coupe du Monde 98 de football, il explique qu'en fait Londres a travaillé sur une trentaine de membres du CIO en esquissant leur profil psychologique, ce qui pourrait faire pencher le vote. Et ces 30 personnes ont été vues par Tony Blair. Toutes n'ont peut-être pas voté pour Londres, mais Londres a suffisamment remporté de suffrages pour battre Paris, me semble-t-il, à 4 voix. Et donc c'est ce travail qui a été fait effectivement par Londres, parce que, rappelons-le, c'est une élection avant tout. Voilà. Jacques Chirac était présent aussi au jour de Jacques Londres, mais il est reparti présent. très vite. Il serrait les mains de manière très sympathique, mais la question, c'est pas ça, la question c'est effectivement de rencontrer les personnes et de dire pourquoi votre candidature va être aussi leur candidature. Et pas simplement pourquoi votre candidature est la plus belle du monde et pourquoi évidemment voter pour vous puisque vous êtes le plus beau. Voilà, un autre point important, c'est un leadership sportif et politique. Donc le projet, il doit vraiment être porté par un leadership charismatique. Pour Paris 2024, actuellement, vous le savez peut-être pas, c'est Tony Estanguet et Bernard Lapassé.
Donc ce qui est important de savoir, c'est que ces personnes ou cette personne qui porte la candidature, elle se doit d'être disponible, elle se doit de parler des langues étrangères, elle se doit aussi d'être rompue aux joutes politiques, médiatiques, elle doit bien connaître les rouages du CIO, et si c'est un sportif reconnu, eh ben tant mieux. Quand on lit l'agenda 2020, on se rend compte aussi que la place des femmes est importante. Donc favoriser l'égalité des sexes peut être quelque chose aussi à ne pas négliger. Donc nous venons de voir qu'une candidature gagnante, elle passe par une vision stratégique différenciante et forte, une stratégie de com qui soutient cette vision, une intelligence économique au service de la stratégie. Il y a un autre point essentiel. Ah, j'ai oublié un truc que j'ai rajouté dernièrement. Je voulais vous montrer, en fait, je reviens en arrière. Je voulais vous montrer une prise de parole. Donc, les dernières minutes Today, de la in session. Britain's fourth bid in recent years, we offer London's vision of inspiration and of legacy. Choose London today, and you send a clear message to the youth of the world. The Olympic Games are for you. That concludes our presentation. Voilà, ce qui était intéressant ici de noter justement, c'est ces prises de parole. Il parle de la vision elle est incarnée dans sa communication, et en fait il dit les Jeux Olympiques sont pour vous, membres du CIO. Alors, je rappelle que le leader de 2012 pour Londres, c'était Sébastien Coe, qui était à la fois bien sûr un champion sportif de très haut niveau, qui était aussi un lord et un businessman, donc qui était à la fois politique, sportif et homme d'affaires. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'équipe de l'époque 2012 n'était absolument pas au même niveau, et on ne peut que se féliciter du choix actuel de Tony Estanguet et de Bernard Lapassé, qui là montre quand même qu'une des leçons a été tirée. Voilà. Et donc un dernier point qui est essentiel, c'est une condition du succès, c'est donner une place forte au sport en France. Donc depuis 2012, les choses ont changé, puisque François Hollande a décidé de donner plus de responsabilités au sport français et d'asseoir le sport dans la diplomatie économique et d'influence. Laurent Fabius, je le cite, dit qu'aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître que nos champions sportifs sont l'image internationale de notre pays, au même titre que nos champions économiques et culturels. Donc aujourd'hui, la prise de conscience collective des enjeux représentés par le sport et une candidature olympique, elles ont été prises en compte. Le 23 avril 2015, Anne Hidalgo a annoncé la candidature de Paris. Le 11 décembre 2015, un GIP a été créé. Et les recommandations faites depuis les échecs des dernières candidatures ont été mises en place. Donc je pense que gagner cette candidature serait un bon moyen de montrer au monde que nous sommes ouverts, que nous possédons aussi des talents, des ressources, et que on pourrait aussi, malgré toutes les pressions que la France a sur elle, montrer au monde que l'on peut gagner. Voilà, moi je reste persuadée que la France a toutes ses chances de remporter les Jeux Olympiques en 2024. Pour remporter les Jeux Olympiques, il ne suffit pas d'être bon, en fait, il faut être le meilleur. Et donc il faut battre ses concurrents. Alors qui sont les concurrents? Donc, il y a 3 villes candidates qui sont concurrentes de Paris, et je passe la parole à Kevin qui va nous faire un état des lieux, à l'heure actuelle en tout cas, des forces, faiblesses de nos concurrents. Et de Paris également. Voilà, et de Paris. Donc oui, donc actuellement, on a 4 candidatures, 4 villes candidates. Donc dans l'ordre, je les présenterai tout à l'heure, dans l'ordre qui a été établi par le comité olympique d'ailleurs. Los Angeles pour les États-Unis, Rome pour l'Italie, Budapest pour la Hongrie et Paris pour la France. Donc juste avant de faire cet état des lieux, un petit rappel au niveau et qui montre d'ailleurs toute l'importance de la stratégie, de la communication, de l'influence
qui doivent être de mise pour remporter le Graal olympique. Au niveau de l'élection de la ville, donc ça a toujours été de cette envergure-là et ça le sera cette fois-ci encore. Il y a un processus là aussi qui est très complexe et pour lequel chaque ville doit pouvoir apporter les réponses adéquates. Donc, par exemple, là, on a l'ordre que j'ai indiqué, donc Los Angeles, Rome, Budapest, Paris. C'est-à-dire que c'est l'ordre de passage pour l'ultime présentation le jour J, puisque le jour de l'élection, chaque ville, comme on l'a vu par exemple avec Bertrand Delanoë et Sébastien Coe, présente une dernière fois sa vision, son concept des Jeux. Pour 2024, l'élection se fera en septembre 2017, à Lima, au Pérou. À ce moment-là, Los Angeles passera en premier, Paris passera en dernière position, c'est-à-dire juste avant que les membres du CIO n'entrent, si on peut dire, en conclave pour élire la ville organisatrice. Alors, ce qu'il faut bien maîtriser, c'est que le passage en première ou en dernière position n'influe pas sur le résultat final. Par exemple, Paris était passé en deuxième position pour 2008, elle a été battue. Elle était passée en première position pour 2012, elle a été battue. A l'inverse, pour 2012, on avait Madrid qui est passé en dernière position, elle a été battue. Donc il n'y a vraiment pas d'avantage à passer par exemple en dernière position. Donc on ne peut pas dire que Paris passe en dernière position, automatiquement on obtiendra les Jeux parce que les membres du CIO vont se souvenir en premier lieu de la dernière présentation. Donc ça, c'est pas un avantage, c'est pas forcément non plus un inconvénient d'ailleurs, mais ça montre bien l'importance des éléments techniques, évidemment, du dossier, mais également de la communication qu'il y a derrière et du rôle et du choix des intervenants. Donc là aussi, il faut bien montrer que les sportifs sont importants le jour J, le jour de l'élection. Donc une délégation qui présente le concept olympique pour chaque ville, une délégation est composée d'une dizaine de membres. Donc globalement, la moitié membres sportifs, la moitié représentants politiques, représentants institutionnels. Donc on l'a vu pour Paris, par exemple, il y avait Bertrand Delanoë. Pour là récemment, pour l'attribution des Jeux de 2022, on avait par exemple la vice-premier ministre pour la candidature de Pékin, pour la Chine. Donc voilà, à chaque fois, il y a un représentant politique d'importance qui vient. Pour Rio 2016, on avait le président Lula. Ça a porté chance à cette candidature. Mais à l'inverse, le même jour, on avait également Barack Obama pour Chicago. Chicago a été éliminé dès le premier tour. Voilà, même malgré le charisme qu'il peut y avoir derrière, c'est le message qui est porté, c'est l'attention, comme Stéphanie l'a rappelé, vis-à-vis de chaque membre du CIO qui est important, et le message qui est apporté à chacun, puisque c'est une voix, un membre, un vote. Donc il y a une centaine de membres électeurs. Donc il faut arriver à aller à la pêche au vent, en quelque sorte, et surtout, il faut arriver à capitaliser et à sécuriser le nombre de voix, puisque 2 ans de campagne, c'est court, mais en même temps c'est long. Et pendant ces 2 ans, on peut gagner des voix, mais on peut en perdre aussi, par rapport justement au message qui est véhiculé pendant les 2 ans de la campagne. Donc, on part sur une base, par exemple, d'une quinzaine, d'une vingtaine de voix pour le premier tour. Ça sécurise une candidature pour passer au deuxième tour de scrutin, puisque là aussi, le scrutin, ça se fait à bulletin secret, ça se fait par voie électronique désormais. Mais voilà, la ville qui recueille le moins de suffrages à chaque tour est éliminée. Évidemment, si une ville obtient la majorité absolue dès le premier tour, elle l'emporte. Ça s'est déjà vu, mais généralement il y a 2, 3, voire 4 tours de scrutin, et à chaque fois, la ville qui obtient le moins de suffrages est éliminée. Et par exemple, pour 2012, ça a été très serré pour le premier tour, parce que par exemple, Londres avait eu 22 voix, Madrid en avait eu 21, Paris en avait eu 20. Voilà, donc ça s'est joué à un mouchoir de poche, par exemple, pour le premier tour. Donc, il est important à ce niveau-là, et notamment pendant tout le processus de la candidature, mais d'autant plus le jour J, de capitaliser et de sécuriser les voix. Donc, par rapport à l'état des lieux des candidatures, donc, comme je l'ai indiqué, il y a actuellement Los Angeles, Rome, Budapest et Paris. La première qui s'est déclarée officiellement candidate, ce fut Rome en décembre 2014, et d'une manière d'ailleurs qui n'est pas anodine, puisque c'est directement le président du Conseil italien, donc l'équivalent de notre Premier ministre, Matteo Renzi,
qui a officialisé la candidature en disant l'Italie est candidate à l'organisation des Jeux de 2024. En janvier 2015, ce fut au tour des États-Unis avec Boston. En mars 2015, on a eu Hambourg pour le comité allemand. Hambourg qui d'ailleurs avait réussi à battre Berlin pour l'investiture allemande, donc ce qui n'était pas négligeable. En juin 2015, on a eu Paris qui s'est officiellement déclaré. En juillet, Budapest. Et après, on a eu 2 retournements de situation, puisqu'en août, face au mauvais sondage de Boston, il y avait globalement 35-40% d'avis favorables pour la candidature de Boston, alors que quelques mois avant, c'était l'inverse. Le comité américain décide de retirer la candidature de Boston et de présenter Los Angeles. Los Angeles qui était candidate face à Boston, mais qui avait été battue. Donc, retournement, on choisit une nouvelle ville. Donc, Los Angeles entre dans la course. Et en novembre, donc c'est-à-dire après le début du processus de candidature, après que le CIO ait acté la présence de telle et telle ville, Hambourg se retire. Pourquoi ? Parce que Hambourg a été à ce moment-là la seule ville à décider de l'organisation d'un référendum. Les sondages prévoyaient 60-70% de oui pour la candidature. Au final, la candidature a été rejetée à 52%. Donc les engagements étaient ceux du comité de candidature et du maire de la ville. La candidature a été retirée dès le lendemain. Et d'ailleurs, élément qui n'est pas négligeable non plus, au mois de mai 2015, donc c'est-à-dire quelques mois avant le référendum, j'avais eu l'occasion d'interviewer le maire de Hambourg qui m'avait affirmé à ce moment-là l'issue du référendum sera très largement favorable à la candidature. Donc voilà, on voit que ça n'a pas été le cas. Pour poursuivre sur cet état des lieux, un petit rappel historique. Donc, par exemple, on peut dire que Los Angeles a été candidate et a organisé les Jeux à 2 reprises, 1932-1984. Elle a également été candidate en 1928, 1952, 1956, 76, 80. Et en 2012 et 2016, elle était candidate à l'investiture américaine. Pour 2012, elle avait été battue par New York. Là aussi, New York qui a été sorti très rapidement de la course le jour du scrutin. Et pour 2016, elle avait été battue par Chicago. Pour Rome a organisé les Jeux en 1960 et elle a été battue pour les Jeux de 2004 par Athènes. Elle a également été candidate pour les Jeux de 2020, mais elle s'est retirée très rapidement. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il y avait une instabilité politique. L'ancien président du Conseil Berlusconi était favorable à la candidature. Celui qui a pris sa succession a décidé de ne pas accorder les garanties financières à la candidature. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sans garantie financière, une candidature ne peut pas aller jusqu'au bout. Elle s'était retirée alors que Rome, à ce moment-là, avait une fenêtre de tir, avait une réelle opportunité pour pouvoir obtenir les Jeux. Pour Budapest, c'est le petit poussé de la course actuelle, puisque aucune expérience olympique, elle n'a jamais organisé les Jeux. Et elle avait été candidate néanmoins en 1960, mais elle avait été battue par Rome. Et enfin Paris qui a accueilli les Jeux en 1900-1924, et comme on l'avait vu au début, qui a été candidate en 92, battue par Barcelone, candidate en 2008, battue par Pékin, et candidate en 2012, battue par Londres. Pour poursuivre, donc sur chaque... pour finir sur cet état des lieux, au niveau, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Hambourg avait été la seule ville à choisir la voie du référendum, et ça restera certainement la seule, puisque ça refroidit nombre de candidatures pour 2024 et pour après, puisque Los Angeles ne fait pas de référendum. Elle estime qu'avec 81% de bonnes opinions dans les sondages, elle n'a pas l'obligation de passer par le référendum. Rome, récemment, le président du comité de candidature déclarait que ce n'était pas une nécessité. Et là aussi, Rome s'appuie sur un sondage qui fait état de 77% d'avis favorables. Pour Budapest, pas de référendum non plus. C'est une candidature qui doit être nationale, qui est portée par les autorités nationales et notamment par le Premier ministre Viktor Orban. Donc pas de référendum. Et pour Paris, donc on n'utilise pas le terme de référendum, mais là aussi c'est très franco-français. On parle d'une consultation large, mais sans donner plus de détails. Donc ce sera certainement des réunions publiques, consultations sur Internet,
mais pas de référendum au sens où nous l'entendons. Là aussi, Paris s'appuie sur des sondages favorables, même si ces sondages sont en retrait par rapport aux autres candidatures, puisque le dernier sondage faisait état de 54% de Français favorables. Au niveau de l'Île-de-France, c'était 79%. Au niveau de Paris intramuros, c'était 58%. Donc on voit par exemple qu'en comparaison d'une ville comme Los Angeles qui fait 81%, il y a encore du travail à faire, notamment sur la communication. Et justement, sur cet aspect communication, cet aspect vision de chaque candidature, donc pour Los Angeles, c'est la sécurité olympique, puisque 80-90% des sites nécessaires à l'organisation des Jeux existent déjà. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai indiqué, elle s'appuie en grande partie sur l'héritage des Jeux de 1984 et également de 1932, puisque comme on peut le voir sur cette image, on voit le Memorial Coliseum, qui est le grand stade de Los Angeles, 100 000 places, qui sera rénové dans l'optique des Jeux pour devenir le théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture, si évidemment Los Angeles obtient les Jeux. Los Angeles qui s'appuie sur un budget de candidature, donc c'est-à-dire sur les 2 ans qui viennent, les 1 an et demi qui viennent, un budget de candidature pour l'instant établi de 35 millions de dollars. Mais ce qui est important de noter, c'est que ces 35 millions entièrement financés par des fonds privés. Donc pas de participation publique, et ces 35 millions ont été mobilisés dès le mois de septembre 2015. Donc c'est-à-dire très rapidement. On voit par exemple, je l'aborderai tout à l'heure, mais on voit que les autres candidatures peuvent plus ou moins avoir des difficultés à recueillir les financements. Pour Los Angeles, 35 millions en quelques jours. Au niveau du budget d'organisation, donc budget d'organisation au sens large du terme, Los Angeles prévoyait à l'été 2015 5 milliards 800 millions de dollars. Finalement, récemment, elle a annoncé que le village olympique ne serait pas construit comme il était un temps envisagé, puisqu'ils avaient prévu de construire un village sur un terrain qui n'appartenait pas à la ville. Donc le village en lui-même aurait coûté 1 milliard, et pour certains élus locaux, l'achat des terrains en question aurait également coûté 1 milliard. Au final, ils ont abandonné cette option-là, et ils vont investir les campus universitaires, les 2 universités, donc l'université de Californie à Los Angeles et l'université de Los Angeles, donc 2 campus qui ont récemment été rénovés et qui pourront accueillir à la fois les athlètes et les médias. Donc le coût pour le comité d'organisation sera uniquement le coût de la location à l'égard des universités. Donc c'est le même modèle qui est développé que ce qui avait été fait pour les Jeux de 84. En 84, c'était déjà le cas. Il y avait déjà eu la mobilisation des universités. Et c'est, on peut dire, une tradition américaine, puisqu'en 96, Atlanta avait également mobilisé le campus universitaire de l'université de Géorgie. Au niveau du leadership, Los Angeles s'appuie sur 2 personnalités. Casey Wasserman, qui est l'un des propriétaires les plus puissants au niveau des clubs sportifs de Los Angeles, donc pas très connu de notre côté, mais qui, au niveau de la Californie, a vraiment une réelle empreinte, une réelle influence, et par Eric Garcetti, qui est le maire de Los Angeles, donc qui a l'aspect sportif, l'aspect politique, sur le modèle d'ailleurs de ce que fait actuellement Paris. Los Angeles qui s'appuie également sur des personnalités fortes et notamment issues du domaine sportif. Janet Evans qui a été multi-championne olympique de natation dans les années 80. Magic Johnson qui est ancien basketteur notamment lors des Jeux de 92. Et également Anita de France qui est l'une des 3 membres américaines du comité international olympique et qui est l'une des plus influentes au sein du comité international. Donc c'est pas non plus négligeable. Au niveau de la vision, donc, comme j'ai pu le rappeler, tous les moyens sont mis sur l'héritage de 84, donc 5 pôles sportifs qui ont été délimités sur toute la région de Los Angeles, plus ou moins éloignés d'ailleurs les uns des autres, la mobilisation des universités pour le village, et les mots-clés de la candidature, c'est le développement durable, le rôle des femmes, donc on le voit avec Janet Evans, avec Anita de France, donc le rôle des femmes dans la promotion du sport et donc la promotion du sport féminin. Pour la candidature de Rome,
Là aussi, certaines sécurités, puisque 70 à 80% des sites existent déjà. Pourquoi ? Parce que là aussi, Rome s'appuie sur l'héritage des Jeux de 1960 et notamment tout le quartier qu'on appelle le Foro Italico autour du stade olympique, là où on a également la piscine olympique des Jeux de 1960 qui avait accueilli à plusieurs reprises les championnats du monde de natation. On a également le centre de tennis qui accueille chaque année le Masters 1000. Donc voilà, il y a des infrastructures de qualité qui ont été pérennisées après 1960. Au niveau du budget de candidature, 24 900 000 euros. Donc c'est très précis, c'est le budget qui a été annoncé et qui ne devrait pas bouger. Donc c'est le plus faible budget des 4 villes candidates. Ça a été annoncé récemment. Et sur ces 24 900 000, 5 millions proviendra de financement privé. Le reste sera apporté par le comité olympique italien, par la ville de Rome et par les régions italiennes. Pourquoi ? Parce que dans la vision et dans le concept de la candidature italienne, on a fait appel à 10 villes, par exemple, pour l'organisation du tournoi de football. On a fait appel à la Sardaigne pour les compétitions de voile. Donc c'est vraiment une candidature qui est décentralisée. Au niveau du leadership, on a fait appel à Luca Di Montezemolo, qui est l'ancien président du groupe Ferrari et qui est l'actuel dirigeant de la compagnie aérienne Alitalia. Donc qui a un puissant réseau en Italie évidemment, mais surtout à l'international, très charismatique, qui a un très bon discours, une très bonne communication. Et la candidature de Rome qui s'appuie également sur Giovanni Malago, qui est le président du comité olympique italien, et surtout sur Matteo Renzi, là aussi, leader charismatique, qui est le président du Conseil italien. Les mots d'ordre de Rome, la jeunesse, l'innovation. Elle l'a démontré il y a quelques jours en signant un partenariat avec l'équivalent français du MEDEF, notamment pour la promotion, le développement des startups et des innovations qui sont développées par les jeunes entreprises, par les jeunes entrepreneurs. Également une convention qui a été signée avec les universités de Rome et notamment avec l'université de Tor Vergata, puisque c'est là aussi une stratégie de la candidature de Rome de faire appel à cette université-là, qui est la 2e ou 3e université la plus importante d'Italie. Il y a 45 000 étudiants et c'est sur ce terrain-là que va être construit, si Rome obtient les Jeux, le village olympique. Donc, village olympique au moment des Jeux, après les Jeux, ça deviendra un nouveau campus universitaire, puisque Rome s'appuie sur la jeunesse et fait valoir également le fait que sur les 45 000 étudiants, il y a énormément de nationalités représentées, donc là aussi dimension internationale de la candidature. Pour Budapest, donc comme je l'ai dit, le petit poussé, mais qui fait quand même valoir un budget de candidature conséquent, 61 millions d'euros, dont près de 13 millions qui seront apportés par des fonds privés. Donc la participation du public, du gouvernement est assez conséquente. Elle a été revue à la hausse récemment, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une candidature nationale et qui est notamment portée et voulue par le Premier ministre hongrois, qui est régulièrement décrié sur la scène européenne, Viktor Orban. Donc c'est vraiment une candidature incarnée par une personnalité. Au niveau du leadership, là aussi, c'est une personnalité politique qui a été mise en avant. C'est Pál Schmidt, qui fut président de la République hongroise de 2010 à 2012. Alors, court mandat, et c'est la petite anecdote, pourquoi court mandat ? Parce qu'il a démissionné en 2012, puisqu'il avait été accusé d'avoir plagié sa thèse de 1992. Donc, sur les 300-400 pages, il y avait les 3/4 de la thèse qui étaient en fait des écrits d'autres auteurs. Donc, voilà, il avait reconnu les faits, il avait été obligé de démissionner en 2012. Et pourtant, il revient sur le devant de la scène. Donc, candidature qui est également incarnée par le maire de Budapest et, comme je l'ai indiqué, par le Premier ministre hongrois. Budapest qui, pour l'instant, est relativement discrète sur ses intentions. Elle s'appuie sur les sites existants, notamment le Stade national, 60 000 places, sur les installations qui accueilleront les mondiaux de natation en 2017, complexe de 20 000 places par exemple, et une candidature qui mise sur la relation de la ville avec le fleuve, avec le Danube. Mais après, voilà, il n'y a pas vraiment d'éléments clés qui ont pour l'instant été apportés, puisque voilà, Budapest, c'est un outsider
et c'est une ville qui vise davantage à séduire maintenant, mais pour plus tard. Donc, par exemple pour 2028, pour 2032, pour 2036. Voilà, c'est vraiment une ville qui aujourd'hui pose les bases pour arriver à obtenir les Jeux et de grands événements plus tard. Et à titre d'exemple, là actuellement, elle investit actuellement 2 milliards d'euros dans les grandes infrastructures pour les moderniser, pour les rendre opérationnelles le moment venu. Et enfin Paris. Donc Paris qui s'appuie là aussi sur la richesse de son patrimoine sportif, 80% de sites existants et qui peuvent dès aujourd'hui accueillir les Jeux. Évidemment, on pense au Stade de France, potentiel et stade olympique. Il y a également Bercy, il y a également Roland-Garros, la base nautique de Vers-sur-Marne, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il y a énormément d'installations qui sont existantes à Paris ou en région Île-de-France. Les éléments qui doivent être construits, le village olympique, village des médias. Donc le village olympique sera construit si Paris obtient les Jeux dans le quartier de Pleyel, l'île Saint-Denis. Donc là aussi on fait la référence au Grand Paris et à la construction de la métropole. Le village des médias qui serait construit au Bourget. Là aussi, c'est pas un choix anodin, le Bourget, puisqu'il y a l'aéroport d'affaires du Bourget, donc ça permettrait aux médias d'être directement en connexion. Pour le budget de candidature, un chiffre rond, 60 millions d'euros sur 2 ans. Ça avait été annoncé par Bernard Lapassé. Sur ces 60 millions, 30 millions de fonds publics, 30 millions de fonds privés. Sur les 30 millions de fonds publics, la ville de Paris a apporté 10 millions d'euros, la région Île-de-France 10 millions et l'État 10 millions. Pour les fonds privés, on a actuellement, ça a été officialisé il y a 15 jours, un premier partenaire officiel, la FDJ, qui apporte 2 millions d'euros, puisque chaque partenaire officiel apportera cette somme-là. Donc là, il y a la FDJ, il y a la RATP qui devrait prochainement l'officialiser, donc 2 millions également, et ainsi de suite. On devrait, a priori, retrouver les organisations, les entreprises qui avaient financé la candidature de 2012. Pour le budget d'organisation qui est projeté, 6 milliards 200 millions d'euros. Sur les 6 milliards, 3 milliards qui seraient pris en charge par le comité d'organisation, donc notamment pour l'aménagement des sites manquants, sachant que par exemple pour un village olympique, la facture moyenne c'est 1 milliard d'euros. Au niveau des leaders, donc comme on a eu l'occasion de le dire, Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak, et surtout membre du comité international olympique depuis 2012. Donc ça compte. Bernard Lapassé, qui est l'actuel président de la Fédération internationale de rugby, qui a été le président du comité organisateur de la Coupe du Monde 2007, et qui a aussi, et ça c'est important au niveau olympique, qui a été l'artisan du retour du rugby à 7 au programme des Jeux. Ce sera le cas cette année avec les Jeux de 2016. Donc c'est une bataille olympique en soi, puisque là aussi, pour intégrer un sport au programme des Jeux, c'est le même principe que l'élection d'une ville organisatrice. Il faut travailler, il faut faire du lobbying. Et comme il a eu l'occasion de l'indiquer, il s'est beaucoup appuyé sur des experts anglo-saxons, justement, pour apporter cette touche d'influence et de communication. Parmi les autres leaders, on a évidemment Anne Hidalgo, la maire de Paris, on a Teddy Riner pour le monde sportif, et au niveau politique, on a également Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, et François Hollande, le président de la République, qui a eu l'occasion encore récemment de rencontrer le président du comité international olympique à Paris à l'occasion de la COP 21. Et on a également la chance, si on peut dire, de s'appuyer sur donc les membres français du CIO, Guy Drut, et même si il s'est mis en retrait de manière volontaire depuis les Jeux de Sochi, Jean-Claude Killy. Au niveau du concept et de la vision, donc les sites existants, et également une vision plutôt décentralisée pour le tournoi de football, puisque 9 villes ont été présélectionnées actuellement, notamment Lyon, Marseille, Toulouse, Lille. Au niveau de la voile, la ville de Marseille a été retenue, là aussi pour faire le lien entre montrer l'unité de la candidature française et montrer l'unité entre les deux villes rivales à bien des égards. Et juste un petit rappel, qui n'est pas forcément d'ailleurs connu,
pour la conception du village. Donc, comme je l'ai indiqué, ça s'appuierait sur Pleyel l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis, donc c'est au niveau de sur la Seine, et c'est pas sans rappeler. Alors après, je ne sais pas si le comité de candidature a fait exprès de faire cette référence-là, mais c'est pas sans rappeler le concept qui avait été développé pour Paris 92, puisqu'à l'époque, les dirigeants avaient eu l'intention de bâtir le village à côté du palais omnisport de Paris-Bercy. Donc dans le quartier de Bercy, il aurait dû y avoir le village olympique, Bercy, et également le centre aquatique. Donc tout un quartier fluvial. Donc c'est une petite référence à cette candidature passée. Et les mots forts de la candidature, même si ça manque de concret pour l'instant, développement durable, jeunesse et accélération pour le développement du Grand Paris, et notamment sur le plan des transports pour le Grand Paris Express. Merci. Donc pour conclure, donc, comme on a pu le voir, on a 4 candidatures qui sont solides, qui présentent des atouts chacune, qui présentent également des inconvénients chacune. Et elles devront séduire donc les 110 membres du Comité international olympique le jour J, sachant que voilà, chaque élément va compter, comme on l'a dit, chaque intervention va compter, rien ne sera laissé au hasard, d'autant plus que le Comité international olympique, c'est un État dans l'État, si on peut dire, c'est une organisation particulière. Et pour donner un chiffre qui montre l'importance, qui montre la dimension du Comité olympique, fin 2015, Thomas Bach avait annoncé que sur l'année écoulée, le Comité international olympique avait signé près de 15 milliards de dollars de contrats. Donc, c'est-à-dire avec les filiales, ses sponsors évidemment, au niveau des droits télévisés également. Il y a quelques années, par exemple, NBC a conservé les droits pour les États-Unis en déboursant 7,5 milliards de dollars. Voilà, jusqu'en 2032. Donc, exclusivité pour diffuser sur le sol américain. Donc, voilà, c'est des contrats particulièrement intéressants pour le CIO et qui cherchent évidemment à les conserver et qui, au travers de l'agenda 2020, a apporté des éléments de transparence, notamment pour se différencier des autres organisations internationales, puisque comme on le sait, il y a plusieurs organisations qui ont été confrontées récemment à des soupçons de corruption, des soupçons de scandales de dopage, donc la FIFA évidemment, la Fédération d'athlétisme. Le CIO avait lui aussi connu ces heures sombres à l'aube des années 2000. Il a tenté de faire le ménage, il reste encore des éléments à apporter. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté d'apporter de la transparence. Et pour Paris, si elle espère gagner, elle peut gagner puisqu'elle a des atouts, elle a l'expérience des grands événements internationaux. Là, dans les 2-3 ans qui viennent, c'est d'ailleurs la ville et la France est le pays qui accueillera le plus d'événements internationaux à l'échelle européenne, donc parmi les autres pays européens. Donc c'est un élément quand même assez intéressant à voir. Au niveau des erreurs à éviter, donc l'arrogance, évidemment, l'arrogance française, l'entre-soi, parler franco-français, ça ne marchera pas. Et également un élément qui ne marchera pas, je vois d'ailleurs la référence à Coubertin, c'est la référence au passé, la référence à la nostalgie, à Coubertin, puisque pour conclure et pour faire un rappel à ce qu'avait dit Jean-Claude Killy en 2014 à l'aube des Jeux de Sochi, qui avait un peu apporté une nouveauté au niveau olympique, Jean-Claude Killy avait dit « le CIO romantique n'existe plus ». Donc justement, toute cette référence à la nostalgie, ça ne parle plus, ça n'est plus efficace, et au contraire, ça peut même desservir la candidature française. On l'a vu, ça avait été le cas pour 2012. Merci Kevin. Alors avant de passer la parole au public, qui a beaucoup de questions à poser, j'imagine, je ne peux pas m'empêcher, moi, de vous poser une petite question. Allez, on est tous pour Paris, bien sûr, mais un pronostic, Stéphanie, à ton avis, d'un point de vue purement objectif, froid, qui va gagner cette compétition? Paris, donc Stéphanie, Paris, Kevin? Or, Paris, mais je miserai également sur Rome, par rapport à tous les éléments techniques qu'elle présente, par rapport au leadership qu'elle présente. Donc Rome
peut être une belle et une bonne option. Bien. Je me risque, non? Allez, je vais être le méchant alors. Allez, moi je mise sur Los Angeles. Développement durable et les femmes. Et puis une période 2017 très compliquée pour la France, car on va être en élection présidentielle, je crois. Voilà, donc qui ira défendre le dossier? Un président, une présidente. Si c'était une présidente, ça pourrait être assez compliqué. Voilà, donc au niveau international. Non, pas parce que c'est une femme, vous imaginez, mais plutôt pour la personnalité de cette femme. Voilà. On va faire passer donc maintenant la parole circule. Oui, on peut les applaudir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce qu'on peut faire un sondage? Bien sûr. Qui voudrait que Paris remporte les Jeux Olympiques? Ah, c'est pas... C'est vrai, Nicolas, hein, c'est pas... Alors, parce que nous sommes filmés, nous allons passer sur Internet, parce que la caméra ne le montre pas. C'est difficile à dire comme ça, mais à vue de nez, bien haut, à vue de nez, une une petite moitié, hein, et encore. Hein, 50-50, je dirais quand même, non? Un tiers de la salle. Un tiers seulement? On n'a pas le même institut de sondage, alors. Mais les sondages, des fois, ne disent pas toujours le futur. Alors la parole circule. Voilà. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation. Après, les nombreux scandales de corruption qui ont touché les CIO, donc notamment Atlanta, Salt Lake City et tout récemment Londres, qui, avec notamment le président de la commission bulgare qui a affirmé, qui a dit dans une émission de la BBC qu'il était prêt à recevoir de l'argent pour soutenir une candidature. Vous ne pensez pas que finalement des JO ça s'achète? On va essayer de passer la parole à mes collègues. Oh. Effectivement, c'est une bonne question. Et récemment, d'ailleurs, je pense il y a le comité bulgare, mais il y a également, plus récemment encore, Lamine Diack, qui a été soupçonné d'avoir demandé pour les Jeux de 2020, qui avait sollicité le comité olympique turc pour Istanbul, qui demandait à la ville de verser 5 millions de dollars soit à la fédération d'athlétisme, soit à la Ligue de Diamant, qui est l'événement majeur de la fédération. Les Turcs ont refusé. Il a également demandé à Tokyo pour le Japon. Tokyo aurait accepté, pour avoir la voix de Lamine Diack. Au final, ça n'a pas influencé sur le résultat, puisque Tokyo l'a largement emporté, 60-36 au niveau des voix. Après, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il est plus difficile de corrompre des membres du CIO, dans le sens où il y a une centaine de membres. Pour la plupart des autres fédérations, donc je pense à la FIFA, je pense à l'IAAF pour l'athlétisme, les membres qui élisent les villes hôtes ou les pays hôtes des grands événements, c'est une quinzaine, une vingtaine. L'UEFA, c'est pareil, c'est une quinzaine de membres. Donc on a une échelle qui est bien différente, donc c'est vrai qu'il faut arriver à avoir une puissance de frappe, on va dire, pour arriver à convaincre et à corrompre une petite dizaine, une petite quinzaine de membres au sein du CIO. Ça peut marcher, mais arriver à faire cette même mise-là, c'est assez, je pense que c'est assez compliqué. Après, évidemment, rien n'est impossible, et les scandales de corruption par le passé l'ont montré. Donc Salt Lake City, évidemment, là où il y avait eu de nombreux pots de vin, il y avait des membres du comité organisateur qui avaient, du comité de candidature à l'époque, qui avaient demandé de placer le fils de, la fille de dans telle université en Suisse, dans telle université en Angleterre, pour avoir en contrepartie des voix. Donc voilà, c'est pas impossible, ça s'est vu. Le CIO, comme je le disais tout à l'heure, essaye de faire le ménage. Il avait fait le ménage au sens figuré, au sens littéral également du terme. À l'aube des années 2000, il y avait eu une dizaine de membres qui avaient soit été exclus, soit suspendus. Après, voilà, rien n'est impossible, donc on peut imaginer effectivement qu'il y ait des actes de corruption, puisque ça reste une organisation
tentaculaire dans le sens où c'est voilà, il y a une mainmise sur le domaine sportif qui est assez important. Ça soulève les convoitises évidemment, et l'organisation des Jeux soulève les convoitises aussi, puisqu'il y a une vitrine médiatique économique. Sur le plan médiatique, les Jeux, c'est quoi? C'est 3-4 milliards de téléspectateurs. Donc c'est-à-dire pendant 15 jours, un mois avec les Jeux paralympiques, on a 4 milliards de téléspectateurs qui ont une vue sur telle ville, sur la manière dont telle ville organise les Jeux. Donc évidemment, sur le plan touristique, c'est intéressant. Sur le long terme, c'est intéressant aussi. Après, c'est un autre débat, mais tout dépend de la manière dont la ville organise ses Jeux, planifie ses Jeux. Ça peut être un fiasco, comme ça avait été le cas pour Athènes en 2004. Ça peut être une réussite, comme semble l'être, même si dans quelques années, on pourra l'affirmer, comme semble l'être les Jeux de Londres 2012. Après, voilà, c'est vraiment un coup de projecteur, et pour une ville, pour un pays, c'est pas négligeable, notamment dans une situation économique qui peut être potentiellement délicate. Donc c'est pas négligeable, c'est aussi un élément à prendre en compte. Merci. Une question là-bas. Bonjour, merci beaucoup d'être venu ce soir pour nous parler justement de cette candidature olympique, mais plus généralement du cercle sportif olympique qui est assez présent dans le monde. Je voulais juste faire quelques commentaires et puis finir par deux petites questions qui me semblent assez intéressantes. Merci. Tout d'abord, vous avez très bien montré les points positifs et fait l'état des lieux des différentes candidatures. Cependant, moi, il me semble qu'il y a quand même des faiblesses, notamment dans les candidatures européennes. Et justement, je suis très content que vous avez mis au devant les élections qui auront lieu en 2017, parce que justement, c'est là où, disons que le politique va entrer en jeu. C'est qui va défendre la candidature de Paris. Et il me semble que vous l'avez très bien suggéré, certaines personnes pourraient peut-être influencer du mauvais côté. La même chose pourrait se faire aussi aux États-Unis. N'oublions pas que l'année prochaine, ce seraient les élections. Et si M. Blond il gagne, bon, je ne sais pas qui. Voilà. Donc du coup, en Hongrie, en Italie, ce sera déjà en 2017. Donc du coup, là, au niveau politique, c'est plutôt, disons que ça s'oublie. Puis il y a une dimension plutôt sécuritaire. N'oublions pas que cette année a été quand même assez tragique pour... enfin, pas cette année, heureusement, mais l'année dernière. Nous, ici, en Paris, on l'a vécu de très proche. Et encore... enfin, de très près, pardon, pour mon français. Mais surtout, c'est assez tragique parce que cette année, nous, les Français, on va organiser l'Euro 2016. Et là, ce sera une de mes questions, d'ailleurs, à la fin. Donc justement, il y a toute la dimension sécuritaire qui est ici à mettre en relation. Et puis en Europe, on vit quand même des moments assez difficiles par rapport à tout ce qui est question d'immigration et tout ça. Donc je pense que les candidatures européennes ont justement cette faiblesse-là d'être dans un contexte politique quand même assez délicat et grave, qui est un avantage peut-être pour Los Angeles. Et moi personnellement, je pense que Los Angeles a beaucoup plus de chances de l'emporter que les candidatures européennes. Donc je viens à mes questions. La première, c'est par rapport à une personnalité qui, ici en France, a été un peu ignorée au début, puis il y a eu une certaine polémique autour de Jean Levy. Vous savez, il a été nommé en tant qu'ambassadeur du sport, et il me semble qu'un an après disons que ce poste, il a démissionné pour une question de doute vis-à-vis de la candidature parisienne, vis-à-vis de la vision stratégique que vous avez très bien présentée. Donc ma question serait, comment est-ce que vous pensez que ces déclarations ont fait réfléchir déjà à l'intérieur du plan parisien? Qu'est-ce que ça peut poser comme question à l'avenir pour justement cette question stratégique, enfin s'il y en a, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Et la deuxième question, par rapport justement à l'Euro 2016, moi je le sais d'expérience personnelle, et puis aussi un deuxième Illyrien ici qui pourrait en attester aussi. Il y a quelques Illyriens qui sont volontaires pour l'Euro 2016, et il y a eu déjà, enfin moi je suis parmi eux,
Et il y a déjà eu pas mal de problèmes parce que le plan initial c'était pour amener justement la jeunesse, amener 6000 volontaires pour 2016. Ça a été un échec partiel. Je crois que aux dernières nouvelles, on ne remplit pas les 4000. Donc le plan des volontaires pour Paris 2004, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Alors on n'a pas réponse à tout, hein, ceci dit. Malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui de représentants de Paris 2024 que nous avions invités, mais bon, qui pour l'instant ne souhaitent pas communiquer, mais ça ne saurait tarder. Mais je vais passer peut-être la parole à Kevin sur la première question. Alors déjà je fais un parallèle par rapport à ce que vous avez dit sur l'aspect sécuritaire. Donc c'est vrai que Paris a été dans une situation délicate. Après, comme l'avait indiqué à ce moment-là également le président du comité international olympique, chaque ville est une cible potentielle. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure également, les Jeux olympiques, c'est une vitrine. C'est une vitrine médiatique, c'est une vitrine économique, une vitrine internationale. Donc ça a toujours été un événement ciblé, menacé. Au niveau de la sécurité, on a remarqué depuis début des années 2000 que le budget dédié à la sécurité a explosé. On est passé de quelques centaines de millions d'euros. Là, par exemple, pour les Jeux de Rio 2016, ça va être autour de 2 milliards d'euros d'investis, 80 000 forces de l'ordre. Comme l'ont indiqué les autorités, c'est la plus grosse mobilisation de forces de l'ordre, de forces militaires au Brésil. Ça n'a jamais été fait auparavant à cette envergure-là. Pour Londres 2012, c'était la plus grosse mobilisation militaire également par temps de paix. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour Sochi 2014, on avait estimé à 100 000 le nombre de militaires qui étaient présents à Sochi. Donc Sochi qui est une ville de province, on va dire, en Russie. Voilà, donc imaginez ce que ça aurait été si ça avait été par exemple Moscou, Saint-Pétersbourg qui avait accueilli les Jeux à ce moment-là. 100 000 personnes pour encadrer un tel événement, c'est assez considérable. Donc sur la question, c'était sur Jean Lévy. Donc je rebondis, ça me permet de rebondir aussi, puisque là, il y a quelques jours, peut-être 15 jours maximum, il y a eu un troisième ambassadeur du sport qui a été nommé, puisqu'on avait le premier, c'était Jean Lévy, on en a eu un deuxième, donc 1 an et demi après, c'était Antoine Lanfray, qui avait été débarqué, il était ambassadeur en Afrique, il avait été débarqué parce qu'il y avait eu un souci au niveau relationnel sur place, il avait été débarqué et donc installé au poste d'ambassadeur pour le sport. Là, récemment, il y a eu une troisième nomination, puisque Antoine Lanfray est parti au bout d'1 an. Donc ça pose la question de la crédibilité, évidemment, puisqu'on a voulu créer ce poste, le Quai d'Orsay a voulu créer ce poste pour justement parler à l'international et faciliter les échanges entre la candidature française, le réseau diplomatique français qui est, Laurent Fabius avait eu l'occasion de le rappeler à l'occasion de la COP21, c'est le deuxième réseau diplomatique au monde. Donc c'est vrai que pour une candidature olympique, comme pour toute candidature à un grand événement, c'est pas négligeable. Donc c'est vrai que le fait de changer en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, 3 fois de personnes, ça pose la question de la crédibilité derrière et de la façon dont on vend le projet, dont on vend une candidature, même si voilà, ces différentes nominations ne sont pas en lien avec le comité de candidature en soi, mais ça pose une question de crédibilité, d'image. Pourquoi ? Parce que là aussi, au niveau olympique, comme on a eu l'occasion de le souligner, chaque voix compte. Chaque voix compte, et à partir du moment où une ville se déclare candidate, les membres du CIO regardent tout. Ils écoutent tout, ils entendent tout, ils regardent tout. Donc, tous les faits et gestes, que ce soit le comité de candidature, que ce soit les politiques, que ce soit les sportifs, que ce soit le comité olympique, tout est scruté, tout est analysé, tout est vu, et évidemment, ça peut être jugé le jour du vote. Donc jugé par le suffrage, évidemment, mais également, et là il y a beaucoup de candidatures qui se sont cassées les dents à ce moment-là, au moment de la présentation finale. Parce que la présentation finale, c'est 1 heure en tout, c'est très long, c'est 1 heure de présentation, et ensuite il y a 15-20 minutes de questions-réponses. Donc c'est-à-dire que les membres du CIO posent des questions aux villes.
Mais ils vont poser des questions aux villes, évidemment, ils ne vont pas poser des questions pour flatter la ville. Ils vont remercier de manière très cordiale la ville pour sa présentation, mais ils vont poser des questions pièges. Et par exemple, ça avait été le cas pour Paris 2008, Albert de Monaco avait posé une question, à l'époque c'était Marie-Georges Buffet qui était ministre des Sports, sur la question du dopage. Il lui avait posé une première question, elle avait répondu, il lui avait reposé la question, quelques minutes plus tard, la même question. Donc c'est-à-dire que 2 fois poser la même question à une personne, ça veut dire que la personne n'a pas répondu ou a répondu à côté. Donc automatiquement, ça fait perdre des voix. Ça montre qu'il y a un problème de crédibilité, qu'il y a un problème d'écoute vis-à-vis des membres du CIO. Donc là aussi, c'est une question de crédibilité. Et je pense que, justement, pour revenir sur l'aspect de l'ambassadeur pour le sport, là aussi, c'est une question de crédibilité. Déjà, le rôle en lui-même de cet ambassadeur n'est pas vraiment défini, n'a pas vraiment été défini par le Quai d'Orsay. Il faudrait que ça le soit, puisque là, Paris est candidate, et jusqu'en 2017, on aimerait aussi savoir si, d'ici 2017, on va avoir la personnalité qui est actuellement en poste, ou s'il va y avoir encore 2 ou 3 changements. Je crois que vous avez raison, ce sont des signes précurseurs qui ne sont pas nécessairement... alors pas des signaux faibles, parce que ça n'existe pas, mais des signes précurseurs qui ne sont pas nécessairement... très positifs et qui après viennent aussi s'ajouter à l'absence de communication, alors qui est peut-être une volonté et un plan stratégique de Paris 2024 pour l'instant de ne pas communiquer, mais je ne suis pas sûr que ce soit en fait une bonne idée. Je crois que c'est Los Angeles qui justement a préféré communiquer tout de suite, et notamment en choisissant des sites qui finalement n'ont pas été poser des problèmes, ont fait l'objet de controverses. Dès l'été 2015. Mais l'avantage, c'est que à l'été 2015, en communiquant, il y a une réaction donc, de la population, donc il y a une controverse qu'on règle en choisissant d'autres sites. Et si on est dans la logique française qui est classique, malheureusement, et j'ai peur que ce soit le cas de ce que j'appelle la logique du cabinet ministériel, c'est-à-dire qu'on décide entre nous et après on va expliquer, on fait de la pédagogie, vous savez. On explique aux gens pourquoi il faut qu'ils soient super contents et qu'ils ne sont pas super contents. Vous savez, dans l'éducation nationale ou dans ce genre de... Mais qu'ils ne sont pas super contents, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas... on va bien leur expliquer pourquoi ils n'ont pas compris et pourquoi il faut qu'ils soient super contents. Mais en général, ça ne marche pas. Et si on communique trop tard et que ça ne plaît pas, et là, pour redresser effectivement la pente, c'est très très compliqué. Et moi, j'ai peur, là, peut-être je suis pessimiste, mais je suis français, donc j'ai le droit, j'ai peur qu'on soit encore quand même dans cette logique, puisque c'est quand même une logique culturelle, et on a beaucoup de mal à chasser la culture, elle revient au galop. Voilà. Donc, oui, il y avait une question là-bas. Sauf si tu veux réagir, Stéphanie. Pour le plan des volontaires, en fait, c'est vrai le plan des volontaires. on a très peu d'informations sur ce qui se passe pour l'instant au sein de la candidature. Donc voilà, attention, warning, quoi. Soyons ouverts un petit peu. Communiquons. Enfin, je sais pas, Kevin, toi qui es souvent en contact aussi. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'informations à ce niveau-là. Il n'y a pas d'informations à ce niveau-là. Après, au niveau du programme des bénévoles olympiques, on table généralement sur un minimum de 50 000 bénévoles. Donc, c'est-à-dire sur les 1 mois, donc 15 jours de Jeux olympiques, 15 jours de Jeux paralympiques. Pour Londres, ça avait été 50 000. Pour Sochi, c'était autour de 25-30 000. Mais c'est normal puisque c'est Jeux olympiques d'hiver, donc il y a moins de contraintes, moins de logistique. Pour les Jeux de Rio, on était parti sur 70 000 bénévoles. Au final, le comité d'organisation a annoncé récemment une réduction des dépenses de 30%. Donc, principal élément impacté, le programme des bénévoles. Il n'y aura plus 70 000 bénévoles de prévu, il n'y en aura plus que 50 000. Enfin, plus que 50 000 si on peut dire. Après, voilà, il y a l'attractivité qui marche aussi, puisqu'il y a énormément de Brésiliens qui se sont préinscrits et qui se sont inscrits pour faire partie des bénévoles. Au niveau international, en tête de liste pour les Jeux de Rio, il y a les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc c'est pas anodin non plus. La Chine qui a organisé les Jeux de 2008, il y a eu un élan autour de ça. La Russie avec les Jeux de Sochi, il y a vraiment eu aussi une dynamique à ce niveau-là. Donc c'est pas anodin qu'il y ait eu qu'il y ait eu un intérêt pour participer à ce programme-là. La France ne figure pas dans les premiers pays intéressés pour faire partie
des bénévoles. Donc là aussi, ça pose la question de la culture sportive en France, de la manière dont on vend le projet sportif, dont les autorités politiques, dont les gouvernements s'intéressent au sport et vendent un projet sportif, un projet pour la société, un projet pour la jeunesse. Et ça me permet sur la jeunesse de faire un parallèle. Récemment, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, a présenté ses vœux aux membres des fédérations sportives, au mouvement olympique français. La jeunesse, ça a tenu en une seule phrase, la dernière du discours. Il a dit « Les Jeux olympiques peuvent être une opportunité pour la jeunesse ». Pas de détails, pas d'éléments concrets. Donc on attend de voir ce que ça donne. Mais là aussi, pour rebondir sur ce que Nicolas disait par rapport à la présentation et au concept, Los Angeles a présenté son concept dès l'été 2015. Paris le fera le 17 février. Mais là aussi, question crédibilité, question image, le comité de candidature a choisi la Philharmonie. Quel lien avec le domaine sportif? Voilà. Quel lien avec le domaine sportif? On aurait pu choisir Stade de France, Bercy, Roland-Garros pour annoncer le projet. On choisit une salle de concert, une salle de spectacle, soit, c'est prestigieux, c'est intéressant. 1500 invités qui sont prévus, mais voilà, ça reste éloigné du domaine sportif et c'est le genre d'erreur qu'il faudrait éviter. Par exemple, Los Angeles, quand ils ont précisé les modalités pour le village olympique, ils n'ont pas annoncé ça au sein, par exemple, de l'hôtel de ville de Los Angeles. Ils ont annoncé ça directement sur le campus universitaire, pour dire que c'est le campus universitaire qui sera choisi comme village olympique pour les athlètes, pour les médias, si jamais on obtient les Jeux. Donc c'est pas anodin. Cet été, ça a été sur la plage de Santa Monica qu'a été annoncé le projet. Santa Monica qui serait appelé à accueillir le beach volley, par exemple. Donc voilà, c'est une question aussi d'image, de crédibilité derrière qui se pose. Il y a une question devant ? Une question ? Oui. Bonsoir. Merci d'abord pour cette conférence que vous avez su rendre particulièrement intéressante. Je voudrais en fait que vous vous attardiez sur les raisons pour lesquelles les États en général s'acharnent en fait pour remporter les candidatures pas seulement des Jeux Olympiques, mais des compétitions de tennis, des grands prix de Formule 1, etc. Quels sont les avantages à court terme et à long terme en fait? Merci. Kevin en a parlé. Les JO, c'est déjà une vitrine. Pendant 15 jours, le monde entier est braqué sur une ville, sur un pays. Donc ça fait partie aussi de tout ce qui est rendre visible une ville, un pays. En ce qui concerne pourquoi la France, enfin en tout cas, pourquoi on se bat pour avoir l'organisation de grands événements sportifs. Tout d'abord, la France a un savoir-faire en matière d'organisation sportive qui est reconnu, qui est connu. On fait appel à des experts pour les candidatures olympiques étrangères. On les appelle. Donc déjà, on a un savoir-faire. Et deuxièmement, ça contribue à notre projet qui est d'avoir une candidature olympique. Enfin, promouvoir le sport et les grands événements sportifs contribue aussi à rendre visible l'image du pays. Donc c'est vraiment des notions d'attractivité, attractivité d'un territoire aussi. Voilà, je pense, si vous avez quelque chose à rajouter. Par exemple, en Afrique, le Gabon, en Afrique, au Gabon, ils ont décidé d'accueillir pas mal aussi d'organisations de grands événements comme la Coupe d'Afrique, comme d'autres championnats, parce que justement ça contribue à la marque Gabon, à rendre en fait le Gabon visible sur la scène internationale. En tout cas, ça contribue. Oui, c'est vrai qu'au niveau visibilité, au niveau attractivité, c'est important. Après, il faut faire attention aussi à ne pas avoir, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre et à candidater à des événements pour lesquels on n'aurait pas les moyens de candidater. Et je pense notamment au Brésil. Le Brésil a obtenu la Coupe du Monde de football 2014, les Jeux Olympiques 2016, qui sont les deux événements les plus importants au niveau médiatique, au niveau économique, au niveau
visibilité. Ce sont vraiment les deux mastodontes au niveau sportif. Le Brésil avait également obtenu les championnats du monde de natation. Un mois avant l'élection de la ville hôte des Jeux Olympiques, le Brésil a annoncé qu'il se retirait de l'organisation faute de moyens financiers. Donc voilà, c'est aussi à vouloir trop avoir, faut voir si derrière il y a la possibilité d'organiser ces événements-là. Ça se pose aussi par exemple pour la Chine. La Chine a eu les Jeux Olympiques en 2008, elle a eu l'exposition universelle en 2010 avec Shanghai. Là, on parle de Shanghai pour une candidature pour 2028. Voilà, après, ça reste, c'est la Chine, c'est quand même un pays assez important aujourd'hui sur la scène internationale au niveau économique notamment. Après, il y a d'autres pays qui voudraient se lancer, qui pour l'instant n'ont pas les moyens de le faire. Je pense notamment à l'Inde. L'Inde qui a accueilli les Jeux du Commonwealth en 2010, ça a été un fiasco total au niveau de l'organisation, au niveau de la qualité d'accueil des athlètes. Ça a été dénoncé par nombre de fédérations internationales. 3 semaines avant l'ouverture des Jeux du Commonwealth, la plupart des sites n'étaient pas achevés. Donc ça pose des questions logistiques aussi derrière, de crédibilité, d'image, communication, tout est lié. Et c'est vrai qu'il faut, à partir du moment où une ville ou un État candidate à l'organisation d'un événement, il faut aussi se poser la question derrière de la planification, de qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, quel sera l'héritage pour la population, pour le territoire hôte. Là aussi, c'est par exemple pour Athènes 2004, alors certes c'était beau, c'était magnifique, on revenait dans le pays des jeux de l'Antiquité, c'était la première fois depuis 1896 que la Grèce accueillait les Jeux. Au final, on s'est retrouvé avec les chiffres à l'époque, c'était 30% des sites olympiques qui avaient été soit reconvertis, soit vendus. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé que les Grecs se sont retrouvés avec 70% des sites olympiques sans utilisation pérenne. Je pense qu'il y avait un exemple moi, qui m'avait marqué quand j'avais eu l'occasion de rédiger mon mémoire, c'était le gymnase pour le badminton. Au niveau du badminton en Grèce, il n'y a pas énormément de pratiquants. Ils ont construit un gymnase en dur, donc c'est-à-dire pas de structure démontable. Donc ils se sont retrouvés avec une arène de 5000 places, inutilisable, inutilisée. Le stade olympique, à part la finale de la Ligue des Champions en 2005 ou 2007 qui a été accueillie, après il n'y a pas d'événements sportifs qui ont été organisés depuis. Alors certes, il y a l'équipe nationale qui joue, mais bon, c'est l'équipe nationale de Grèce, sans manquer de respect à la Grèce. Voilà, donc c'est un stade de 70 000, 80 000 places, c'est une architecture flamboyante. Les Grecs ont voulu faire beau, gigantesque. Au final, ils se retrouvent avec des sites qui leur coûtent de l'argent, puisque chaque année, c'est entre 50 et 100 millions d'euros de gestion pour la sécurité et pour l'entretien de ces sites. Il y a par exemple le site de canoë-kayak qui est inutilisé depuis 2004, donc ça fait plus de 10 ans. Il y a une tentative de le vendre pour en faire notamment un parc d'attractions, une station balnéaire. Avec la situation de la Grèce actuelle, c'est pas dit. C'était des entrepreneurs chinois qui s'étaient positionnés sur ce projet-là. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avancer. Et d'ailleurs, le comité olympique avait été contraint d'une certaine manière de reconnaître l'impact des Jeux d'Athènes sur la dérive économique de la Grèce. Il avait reconnu que les Jeux avaient contribué à l'augmentation de la dette grecque de 2 à 3%. Quand on sait la situation du pays à l'époque, et toujours maintenant, c'est pas négligeable. Et ça pose la question de la planification, de la nécessité ou non d'avoir les Jeux. Pour rebondir sur ça, Athènes les a eu en 2004, qu'ils étaient déjà candidats pour les Jeux de 96, les Jeux du centenaire. Ils les ont pas eu et le CIO à ce moment-là avait dit de toute façon vous n'êtes pas prêts. Donc ils n'étaient pas prêts en 96, ils ne l'étaient pas plus en 2004. Donc là aussi c'est question de planification et aussi la responsabilité derrière de ceux qui désignent la ville organisatrice, le pays hôte. Est-ce qu'ils ont toutes les cartes en main? Est-ce qu'ils veulent avoir toutes les cartes en main aussi?
parce que là aussi derrière c'est une question de sponsor, c'est une question d'image pour le comité olympique. Le grand public n'aurait pas forcément compris par exemple que la Grèce n'obtienne pas les Jeux alors ils sont quand même le berceau de l'olympisme. Voilà, ça aurait pu poser des questions de crédibilité aussi au niveau du comité international. Donc c'est une question de stratégie, d'image. On peut d'ailleurs se demander si à terme les Jeux Olympiques continueront à exister, parce que tant pour des raisons économiques, tu l'as dit, ça coûte très cher, des raisons aussi de sécurité, comme la question qui a été posée, c'est-à-dire que ça peut être effectivement très compliqué à sécuriser. Des questions d'image, parce que le sport a longtemps véhiculé une image positive, mais est-ce que ça va durer? Il y a tellement d'affaires de dopage, de corruption, etc., que finalement, est-ce que dans 50 ans, ou même avant, ça va continuer? Puis des raisons climatiques, là tu parlais de Shanghai, Pékin, ils avaient détruit les nuages à coups de missiles, hein. Non, c'est pas de la science-fiction, hein. Shanghai, ça va être très compliqué, hein. Donc il faut arrêter peut-être les usines pendant 3 mois. Enfin bon, donc on peut vraiment se poser la question de si les Jeux Olympiques dans quelques décennies pourront toujours être organisés, s'il va pas falloir repenser, c'est pas qu'il n'y aura rien, mais en tout cas repenser les modèles actuels. Oui, il y avait une question là. Moi, ça concerne l'aspect influence. En fait, je me pose la question de Los Angeles qui est financé uniquement à investissement privé. L'ensemble des conséquences que ça peut apporter, notamment en termes de stratégie d'influence. On sait que les stratégies au niveau des États ont tendance à être relativement raisonnables sur le domaine du sport. Les investisseurs privés ont peut-être une plus grosse ambition et peuvent de ce fait peut-être mettre en place des stratégies d'influence plus complexes et plus offensives. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Alors sur le cas de Los Angeles, c'est une spécificité un peu américaine de financer les grands événements et de financer notamment les candidatures et les Jeux Olympiques sur des fonds privés. Los Angeles 84, c'était entièrement du privé, et ça avait été d'ailleurs les premiers Jeux Olympiques à dégager un bénéfice. 250 millions de dollars à l'époque, c'était pas négligeable. Ça ne s'est pas revu forcément depuis d'avoir des bénéfices. Hormis, là aussi, les jeux organisés sur le sol américain. Atlanta avait dégagé quelques dizaines de millions d'euros de bénéfices, Salt Lake City également. Après, c'est la tradition américaine de financer et de faire appel à des investisseurs privés. Donc, et c'est pas pour rien d'ailleurs que le président du comité de candidature est un entrepreneur dans le domaine du sport. Casey Wasserman, c'est une référence absolue au niveau du sport californien. Il a investi dans les Lakers, par exemple, au niveau du basket. C'est pas le dernier venu dans ce domaine-là. Et ça me permet là aussi, sur le plan sportif, par exemple, là, Los Angeles ils entendent aussi en faire profiter la candidature olympique. Il y a une équipe de football américain qui revient à Los Angeles. Les Rams, qui étaient à Saint-Louis jusqu'à cette année, reviennent à Los Angeles dès l'année prochaine. Donc pour l'instant, ils vont utiliser le Memorial Coliseum. Mais à terme, d'ici 2019, ils vont construire un nouveau stade. Un stade de 100 000 places qui va être construit dans la banlieue de Los Angeles, au niveau de l'ancien hippodrome. Et c'est le stade en lui-même plus un complexe sportif. C'est 3 milliards de dollars entièrement financés sur fonds privés. Et là aussi, c'est la personne qui est à la tête de ce projet-là, c'est le propriétaire de l'équipe de football américain en question, et il l'a annoncé pour justement convaincre les autorités d'accorder les différentes autorisations. Il a dit, voilà, ce sera fait, un stade de 100 000 places sur fonds privés, 3 milliards de dollars qui seront apportés. De suite, évidemment, le comité de candidature de Los Angeles a rebondi en disant, ce sera une opportunité formidable, ça nous fera un stade notamment pour l'athlétisme, par exemple, ou pour les cérémonies d'ouverture ou de clôture, au cas où ils souhaitent finalement ne pas utiliser le Coliseum. Donc voilà, c'est vraiment la stratégie américaine de faire appel uniquement à des fonds privés. C'est quelque chose, et là aussi, Los Angeles récemment a rappelé ses propres garanties vis-à-vis de la candidature, mais la ville a également dit,
si jamais il doit y avoir une participation des fonds publics, le conseil municipal doit apporter son autorisation. Donc, une manière aussi de mettre un peu la pression sur le comité de candidature et de dire, si vous n'y arrivez pas, certes, on pourrait apporter des fonds publics, mais ça passera devant le conseil municipal, devant l'opinion publique. Donc à vous de réfléchir au niveau de ce que ça peut donner par la suite. Ouais, juste une chose en termes d'influence, c'est une question intéressante. Je pense que l'adhésion de la population est très importante pour le CIO. Et quand on regarde par exemple le modèle américain de Los Angeles, finalement c'est quoi le message? C'est j'amène du fonds privé et ça bénéficie notamment aux universités américaines. Le modèle français, c'est je vais encore ponctionner 50% au public dans un pays surendetté et ça va rapporter quoi? Si, peut-être aux entreprises privées de construction. Et ça, je ne suis pas sûr qu'en termes d'adhésion de la population, ce soit nécessairement très bon et que les sondages actuels, qui sont déjà pas non plus à 80-90%, où quand on finira par expliquer les coûts de la candidature, etc., ce soit un bon positionnement en termes de modèle économique. Donc en termes d'influence, effectivement, avantage pour moi en tout cas à Los Angeles à 0. Vous avez répondu à la question. Et je crois qu'il y avait... Vous aviez une question? Non. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à Nicolas Mollet d'avoir organisé cette conférence. Et à tous les invités.